Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce rendez-vous de Digital Habitat avec aujourd'hui Julien Paul d'Habitat Réuni. Bonjour Julien. Bonjour Arnaud. Et Benjamin Ulrich, donc d'Intent Technologies. Bonjour Benjamin. Bonjour Arnaud. Merci d'être présent donc à cet échange qui se veut à la fois sérieux mais également détendu, puisque l'objectif c'est aussi de partager ensemble, de réfléchir ensemble. Aujourd'hui sur un thème qui nous est cher, c'est l'impact positif de l'immobilier et plus particulièrement du logement, parce que ça devient un thème essentiel. Peut-être, Julien, quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet. Si je vous parle d'impact positif, qu'est-ce que vous pourriez me dire comme ça spontanément? Mis en perspective des enjeux du logement social, mais peut-être plus largement d'ailleurs, quelle valeur ajoutée en termes d'utilité sociale est-on capable de générer? Tout simplement. Très bien. Mais vaste sujet, je pense. Pour le moins. Nous avons donc 25 minutes à peu près ensemble. Benjamin, aujourd'hui, Intent est fortement présent dans le secteur de l'immobilier et du logement notamment. Comment, en 2 mots, vous caractérisez votre contribution au secteur? Comment vous valorisez cette contribution positive? Alors on va y contribuer en fait de 2 manières. Je pense qu'on va y contribuer en tant qu'entreprise, puisque effectivement en tant que PME, on est un acteur finalement de ce secteur dans l'industrie qui impacte une grosse partie de notre logement en France. Et puis on intervient aussi au travers de sa transformation, puisqu'on est un acteur du numérique et je n'étonnerai personne en disant que le numérique aujourd'hui accompagne un certain nombre de transformations d'industrie comme celle que nous accompagnons aujourd'hui dans le logement social. Très bien, merci effectivement Benjamin. Ce numérique dont on reparlera, si vous voulez bien, un peu plus tard. Peut-être d'abord pour commencer, remettre en perspective ce thème de l'impact positif, parce qu'on pourrait aussi se dire, c'est une évidence. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'allais dire, cela devient de plus en plus important, prégnant au regard à la fois des considérations peut-être économiques et sociales dans le secteur? Pourquoi l'impact positif des entreprises devient véritablement clé? La question du rendre compte, la question du rendre des comptes est un élément, de mon point de vue, de plus en plus sensible. Surtout quand on vient assumer cette exigence auprès d'acteurs qui relèvent de l'intérêt général et qui, par définition, mobilisent une part non négligeable d'argent public. S'ajoute à ça le fait que il ne vous aura pas échappé, évidemment tous deux, que nous sommes plus qu'impactés par un certain nombre de transitions et que le rôle d'acteurs comme les bailleurs sociaux, puisque c'est du logement social dont nous parlons aujourd'hui, mais on pourrait l'élargir, eh bien, de pouvoir s'engager et de rendre des comptes par rapport aux leviers que son modèle est censé permettre et est censé apporter pour construire, gérer, accompagner, alors certes de façon privilégiée les plus précaires, mais plus globalement pour apporter une réponse logement sur les territoires qui en ont besoin, inscrit dans une chaîne de valeur qui se veut tout à la fois une manière de concilier une exigence économique, une exigence financière et une exigence sur laquelle, j'imagine, on reviendra un peu plus loin dans notre discussion, une exigence extra-financière. Tout à fait. Effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'extra-financier, et finalement, en commençant par y toucher un peu du doigt, ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder cette situation économique actuelle où on a d'abord un poids je vais dire, de la dépense logement qui est très forte dans le budget des ménages. On a aussi une raréfaction du foncier qui en augmente son prix par mécanique. L'incertitude sur l'orientation des taux d'intérêt, puisqu'on sait que la tendance va plutôt être haussière que baissière désormais. Et puis, à cela s'ajoutent 2 phénomènes que sont la crise d'offre des logements. Je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être pourras-tu préciser. Et puis, la difficulté d'accès aux matières premières. Ce qui fait que, finalement, ça renchérit, on va dire, l'offre au logement. Face à cela, quelle réaction on pourrait avoir parce que ça renforce l'exigence, finalement, du bailleur dans sa maîtrise des coûts et donc
de l'autre côté, va aussi, j'allais dire, apparaître la question de l'acceptabilité sociale. Il s'agit tout à la fois de sortir des logements à loyer maîtrisé, et par loyer, je crois qu'il faut de plus en plus réfléchir au couple loyer-charge. La question de l'énergie est là, la façon dont on vient très violemment d'être percuté, ceux en avance de phase. Hein. De toute façon, c'était inéluctable. Donc on a un enjeu pour les bailleurs de sortir des loyers modérés, comme on a aussi un enjeu pour les bailleurs, cette fois-ci en mesure d'impact, et on retrouve un peu la dénomination du thème qui nous occupe aujourd'hui, en mesure d'impact sur les territoires. Alors sur des échelles qui peuvent être variables, mais quand on voit les milliards qui chaque année sont investis par les bailleurs sociaux, la façon dont on peut s'interroger sur justement la valeur ajoutée de ces investissements au profit qui d'un tissu économique, qui d'un loyer abordable, qui d'une expertise apportée sur les territoires, à la fois individuellement, mais aussi dans le cadre de partenariats. Et je crois d'ailleurs que de plus en plus la question de ces partenariats mis en perspective des projets seront absolument décisifs, et un acteur qui s'imagine apporter l'alpha et l'oméga de l'ensemble de la réponse, je pense, a de fortes chances de se retrouver en impasse. Effectivement, je pense que ce point est essentiel. Peut-être pour continuer sur cette logique extra-financière, on parlait de valeur ajoutée sociale, peut-être c'est un terme que tu acceptes. Également, comment on peut le caractériser ou le valoriser justement dans cette chaîne de valeur, parce que finalement, on se dit, si j'essaye de synthétiser, seul, on n'y arrivera pas. C'est donc un sujet de partenariat ou à plusieurs. De l'autre côté, on a maîtrise des coûts et en même temps mesure, on va dire, ou évaluation de l'impact. Comment on essaye d'articuler tout ça? Sujet éminemment complexe. Ça pose la question de la maîtrise de l'information et de la nature de l'information qu'on cherche à maîtriser. Et ce, pour en faire quoi? Et donc ça pose la question du rapport au risque, d'une certaine manière, parce que ça peut venir interroger nos modèles industriels. Alors certes, le logement social n'est pas une industrie comme les autres, mais ça reste néanmoins, je pense, une forme de modèle industriel. Et donc il s'agit d'appréhender, il s'agit de maîtriser, il s'agit de minorer, voire de faire en sorte que ces risques deviennent un levier pour les sociétés. La question de la mesure, en fait, très modestement, j'ai envie de vous proposer de la mettre en perspective des évolutions européennes depuis 2007. Lorsque, en 2007, la crise financière vient percuter les économies mondiales, l'Europe, dans une forme de responsabilité, commence à poser la question de la responsabilité de la finance. En 2014, les premières directives sur les déclarations de performance extra-financière sortent. En 2018, c'est phase complémentaire, c'est la question de la finance solidaire et responsable qui est encore plus structurée dans une logique. On voit les premières obligations vertes, on voit les premières obligations socialement responsables apparaître, dans une logique qui consiste à dire que, y compris sur le privé, les financements disponibles doivent jouer un rôle dans la création de cette chaîne de valeur. Et c'est à ce moment-là qu'en Europe, on se pose la question du siège et du hors-siège. Hein, donc sur l'intérêt général ou pas. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le modèle du logement social français a été fortement interrogé par l'Europe, qui a dit, mais pourquoi est-ce autant aidé par les pouvoirs publics? Est-ce normal? Alors depuis, ce sujet est derrière nous, de façon assez ironique. Il est par contre interrogé en national, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et donc, pour standardiser, normer ces informations, qui par définition sont digitales, Benjamin le disait fort justement tout à l'heure, et donc vient d'interroger notre maturité face à ce digital, il y a une espèce de terme pas très sexy, si vous me permettez l'expression, qui s'appelle la taxinomie, et qui est une façon justement de standardiser et de normer les informations sur lesquelles
on décide qu'elles ont du sens par rapport au sujet. Et il y a deux modes de taxinomie extrêmement fortes qui aujourd'hui sont travaillés, que sont la taxinomie environnementale et la taxinomie sociale. La taxinomie environnementale, ça nous a probablement parlé davantage très récemment, puisque la présidence française de l'Europe s'en est totalement emparée et à son intérêt. Et son intérêt, c'était de faire reconnaître le nucléaire comme étant valeur ajoutée absolument sur cette question-là. Et pour les bailleurs que nous sommes, certes, la question environnementale est importante, mais la question sociale l'est tout autant. Et aujourd'hui, cette taxinomie sociale est moins développée que la taxinomie environnementale, mais a pour ambition aussi de proposer un cadre normé opposable qui évite, si vous me permettez l'expression, de faire du washing, comme on en a malheureusement de temps en temps, voire trop souvent, eu l'occasion de le voir. D'accord. Merci pour cette entrée en matière sur le champ de l'extra-financier. Et justement, je me tourne vers Benjamin. Comment finalement on parle d'information, de données, on parle de partenariat, comment on peut gérer d'un point de vue technologique j'allais dire ces échanges de données, cette exploitation de données? Est-ce qu'aujourd'hui on a des solutions? Alors, avant de parler des moyens qui sont mis en œuvre, merci Julien pour cette introduction. Enfin, on parle là d'innovation sur la taxinomie, on parle de transformation des modèles économiques. Une des raisons d'être de notre entreprise, quand on l'a lancée il y a maintenant 11 ans, c'était justement d'accompagner une transformation d'un secteur qui se posait déjà à l'époque des questions sur l'avenir de son développement face à des défis de société que sont effectivement ces enjeux climatiques, ces enjeux de précarité et qui touchent, je ne dirais pas une erreur en disant près de 25% de la population française aujourd'hui. Et on voit bien avec les crises qui viennent de se produire ou qui se produisent encore, malheureusement, sont confrontés à de plus en plus de difficultés. Et donc, il convient aujourd'hui d'innover. Et l'innovation numérique, entre guillemets, que l'on peut représenter en tant qu'entreprise, elle n'est pas portée uniquement que par le moyen qu'on va y mettre. J'entends par là, par le produit qu'on va développer, la technologie, mais bien par tout ce qu'on peut générer au travers de la mise en place de ces relations numériques que l'on pourrait créer. Et là, on avait des modèles face à nous très différents. Et c'est là où nous, on a été contraints et obligés de réfléchir aussi à quel modèle on voulait porter aux côtés du logement social pour pouvoir répondre à cette évolution. Et une des principales caractéristiques, c'était de se dire, soit on va dans des modèles type uberisation qui vont augmenter finalement un risque d'éloignement finalement de ce monde du logement social, de ses vrais, de son rôle, de sa préoccupation. Soit on essaye de renforcer une image dans laquelle on va jouer un nouveau rôle au sein de cette chaîne de valeur qui va permettre de construire de nouveaux liens, d'imaginer des nouveaux modèles économiques et d'essayer de créer des nouveaux équilibres. Et c'est là où est né pour nous le concept d'Intent, c'est-à-dire une plateforme, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire un tiers de confiance qui va être capable, certes au travers du numérique, d'échanger de l'information pour piloter, interagir avec tout un tas de services déployés sur un parc immobilier, mais c'est aussi et surtout un moyen d'apporter au métier du logement social un nouveau positionnement en relation avec les occupants pour être en plus forte proximité avec eux, revaloriser le métier au contact de ces locataires face à des enjeux sur lesquels ils vont avoir des rôles à plus forte valeur ajoutée et essayer d'emmener avec le bailleur social l'ensemble des fournisseurs qui sont plus simplement des acteurs en relation de carotte et du bâton, mais bien des acteurs partenaires du logement social qui vont s'inscrire dans cette stratégie de pouvoir les accompagner dans une meilleure prise en compte des attentes liées au mode de vie qui touchent toutes ces populations aujourd'hui. Le logement étant, pour moi, un facteur clé du monde de demain. On doit positionner le logement au cœur de tout un tas de situations de vie et de nouveaux équilibres sur lesquels la relation fournisseur, la relation bailleur, la relation au numérique doit être abordée. Très intéressant, Benjamin. Ce que je retiens de cette intervention, c'est que finalement, il y a deux idées. Première idée, c'est que le logement est un élément clé finalement de la vie des individus. Et ça, aujourd'hui, je pense que ça va devenir de plus en plus vrai dans le monde actuel où on va finalement redescendre un peu dans la pyramide de Maslow.
fatalement. Et puis le deuxième point qui me paraît important aussi de retenir de cette intervention, c'est que finalement, ce n'est pas qu'un simple outillage que propose Intent, je fais exprès d'utiliser ce mot à dessein, mais une proposition de valeur pour faire évoluer, accompagner finalement les acteurs du logement social dans leur positionnement, dans leurs relations aux fournisseurs, mais également avec leurs locataires. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être essentiel. Tout à fait. Et je pense qu'il faut, si on regarde de manière plus micro, qui sont les acteurs qui sont derrière en fait cette chaîne de valeur, il y a une particularité qui est inédite. Dans aucun autre marché, vous allez retrouver cette caractéristique. On est dans un marché où on va retrouver du petit artisan jusqu'à la multinationale. Ce grand écart-là, avec des maturités très différentes, si on parle du plan numérique, avec des approches de relations clients-fournisseurs très différentes. Donc, il y a une forme, entre guillemets, de prise en compte de l'éducation nécessaire, je dirais, du marché, pour pouvoir prendre en compte des nouvelles manières de collaborer au sein de cette industrie qui est à très fort impact et dont je suis convaincu que c'est en travaillant en mode plateforme que l'on arrivera à vraiment réaliser les impacts qui sont attendus par ce secteur. D'accord. Alors, ça veut dire qu'au-delà, j'allais dire, du volet exploitation technique du métier d'acteur du logement social, est-ce que demain, on peut imaginer aussi instrumenter le volet plus, j'allais dire, social, justement, et financier, ou comment l'instrumenter pour avoir ce lien avec, ou cette lecture de la valeur ajoutée extra-financière? Alors, on l'a déjà parce que dans les données que l'on échange, alors évidemment, il y a des données d'intervention qui vont fluidifier des problématiques autour de la qualité de service, autour du contrôle réglementaire. On va travailler aussi à des problématiques énergétiques avec les données de consommation, les données qui vont être liées à la capacité à mieux planifier les travaux. On en parlait il n'y a pas si longtemps. On va travailler aussi à des données qui peuvent répondre à des nouveaux services qu'on peut déployer auprès des personnes âgées. Finalement, détecter que son logement a une fuite à son compteur d'eau, c'est aussi être en capacité d'analyser avec des partenaires de confiance des signaux de vie pour pouvoir faire de la prévention auprès de ces personnes fragiles. Donc, on a déjà en fait tout un actif de données qui est déjà disponible. L'ère dans laquelle on est en train d'entrer, finalement, c'est une ère dans laquelle on va augmenter, en fait, pour moi, la diversité des données qu'on va être amené à manipuler. Je vous prends un exemple sur lequel nous, on aimerait travailler avec tous les partenaires de ce secteur, c'est les émissions carbone faites par les déplacements des techniciens. On parle toujours de l'enveloppe du bâtiment, de sa capacité à produire je dirais, un certain nombre de tonnes d'équivalent carbone. Par contre, on ne regarde pas finalement ce que l'activité en tant que telle peut générer au niveau des émissions carbone. Voilà, c'est typiquement des nouvelles données qui vont être demain exigibles pour pouvoir mesurer un impact carbone de l'entretien et de l'exploitation d'un bâtiment. Et donc, merci Benjamin pour cet exposé qui est très intéressant. Et j'ai envie de me retourner maintenant vers Julien. Comment peut-on exploiter ces données du point de vue du bailleur social? Alors, avant de répondre à cette question-là, déjà pour souligner le fait que évidemment, je me retrouve totalement dans ce qui a été partagé, ce d'autant plus que je trouve que c'est aussi une manière d'illustrer ce que j'entendais par partenariat tout à l'heure. Hein, c'est vraiment pas une relation client-fournisseur classique. Ce n'est pas une relation, c'est au-delà d'une relation commerciale. Alors, elle existe, cette relation, évidemment, et c'est normal, ça fait partie des modèles d'exercice. Mais le modèle choisi par Intent étant ça intéressant que la notion de tiers de confiance, je crois, qui a été utilisée tout à l'heure, pour des acteurs comme nous qui sommes extrêmement sensibles à la notion d'intérêt général, à la protection des données, au respect des personnes, qui plus est quand ces personnes sont potentiellement des personnes fragiles. J'entends par là, alors fragiles au sens où elles ont besoin d'accompagnement spécifique pour ne pas être en difficulté. C'est d'autant plus important parce que, et là je reprends le fil de la question, parce que l'accès à l'information, c'est aussi la capacité et l'occasion de franchir un nouveau stade dans la relation proposée et dans les modes d'accompagnement des personnes. Alors, que ça passe par les questions d'optimisation de coûts, on parlait tout à l'heure d'énergie, la façon dont les dispositifs de monitoring vont nous permettre de faire du management de l'énergie, de la gestion technique de patrimoine, on n'est encore au début
de tout ça avec l'entretien préventif, demain l'entretien prédictif, etc. Donc on voit la façon dont tout ça va venir percuter les politiques patrimoniales des bailleurs et les pratiques de gestion. Demain, il n'y aura plus les mêmes métiers. Je suis convaincu qu'un ingénieur thermicien, j'espère le plus vite possible, ce sera un métier incontournable. Aujourd'hui, ce n'est pas totalement le cas. Je suis absolument convaincu que demain, on aura besoin d'acteurs qui sont en capacité de faire des achats de gros d'énergie sur les marchés. Alors peut-être pas tout seul, et là aussi, il y a des enjeux de partenariat parce qu'il y a des effets volume. Premier point. Second point sur la relation. Prenons les fameux outils de CRM, bref, les outils d'animation de la clientèle. Certes, les bailleurs ont, et c'est important de le souligner parce que ce n'est pas le cas forcément de tout le monde, mais les bailleurs sociaux ont une culture de la proximité. Mais ça ne fait pas tout. Sans parler du fait qu'on a un public divers. Et la façon dont on va alimenter la relation à travers les canaux de sollicitation possibles, le fait qu'il soit adaptable en fonction des différents modes de saisine, mais surtout qu'on soit capable de mieux interagir avec nos clients sur des offres de services qui, là aussi, je pense, sont au tout début de l'histoire. Il suffit de parler des questions de maintien à domicile. Enfin, je veux dire, on ne va pas mettre tout le monde dans les EHPAD. Ce qui soulève la question finalement de l'émergence d'une potentielle certification à terme, ce serait ça l'objectif? Alors je ne sais pas si ça s'appellera certification, mais j'intuite... Labellisation? J'intuite que les bailleurs vont être contraints, et par cette contrainte, pour moi, c'est pour le meilleur, mais de prendre des engagements qui aillent probablement au-delà de ceux qui reposent aujourd'hui sur la seule base de l'agrément qui nous donne les droits à faire, et que ces engagements soient quantifiables, mesurables, opposables, tangibles, et fassent l'objet, un peu comme un commissaire en compte, en quelque sorte, du regard d'un tiers extérieur qui atteste de la sincérité des engagements. Éventuellement de leur atteinte ou pas de leur atteinte, éventuellement de la pertinence ou pas. Ce n'est pas le rôle de cette personne. Par contre, que la personne dise oui, cet objectif, cet engagement qui a été pris, j'atteste que moi, tiers extérieur, il est bien rempli. Je pense que c'est une manière, qui plus est, de construire la confiance avec les décideurs sur les territoires, avec les clients, avec les partenaires industriels, qui permet derrière de se projeter de façon extrêmement forte et intéressante. Et pour conclure mon propos, pardon d'être un peu long, mais la question d'être en capacité de se projeter est absolument décisif dans ces temps de transition que j'évoquais tout à l'heure et qui très probablement vont nécessiter des investissements majeurs. Donc maîtriser les informations qui permettent de décider de la nature même de ces investissements est absolument décisif, surtout à un moment où l'argent public sera de plus en plus compté. Effectivement, c'est intéressant cet échange parce que finalement, ça met en exergue deux points importants. Le premier, c'est que c'est peut-être, même si on pourrait imaginer cette labellisation, certification ou cette démarche comme contraignante vue de loin, ça peut être aussi l'occasion pour le secteur de démontrer la valeur ajoutée, parce que justement, peut-être souvent trop méconnue. Et donc là, c'est plutôt une opportunité, si on voit le verre un peu à moitié plein. Et puis, deuxième élément intéressant que je retiens, et là je me tourne vers Benjamin, c'est que finalement, ça soulève la nécessité de disposer de tiers de confiance finalement dans ce secteur. Et aujourd'hui, c'est un peu la réflexion que mène Intent. Oui, alors je rebondis un peu sur le terme de labellisation, parce qu'on le voit émerger par ailleurs sur d'autres secteurs, des initiatives visant à, je dirais, rendre responsables les investissements, notamment immobiliers, par rapport, je pense là au label ISR par exemple, ou les démarches ESG entreprises par un certain nombre de SCPI dans le monde du tertiaire, mais je pense aussi à des démarches, je dirais, de labellisation des entreprises que nous sommes. Dans le logement social, un de vos confrères labellisé par Bicorp, voilà, a souhaité montrer une démarche, je
dirais, de vertu, en tout cas, sous forme de label. Je pense qu'effectivement, Julien a raison, il faut qu'on aille plus loin, c'est que ça doit dépasser simplement le principe de la labellisation parce que j'ai rempli quelques cases qui viendraient à me permettre d'afficher un label. On est bien dans une démarche de changer les pratiques, de transformation profonde, je dirais, d'un secteur qui n'a pas d'autre choix que d'aller chercher une autre vision des pratiques qu'il peut mener. Et ça, pour moi, le label, il doit apporter une garantie sur les équilibres qu'il peut mettre en œuvre entre différentes parties prenantes autour de l'acteur qu'est le logement social, mais aussi au sein des entreprises que nous sommes qui travaillons au contact du logement social, où on a aussi des équilibres que l'on doit maintenir avec notre actionnariat, nos salariés, et on sait que sans cela, on n'arrivera pas à opérer ces transformations. Donc pour moi, il faut que cette labellisation, au-delà de changer les pratiques du logement social, ait directement une capacité à se propager sur son écosystème pour que les organisations qui travaillent au contact du logement social aient aussi la contrainte, entre guillemets, positive. La même exigence. Une exigence, voilà, de devoir aussi aligner intérêt de son client en tant que fournisseur, mais également intérêt des actionnaires qui peuvent être dans ces entreprises et des salariés qui accompagnent cette entreprise. Et cette conduite-là, nous, Intent, on l'a développée en tant que plateforme numérique avec des contraintes, je le disais tout à l'heure, qui sont d'un certain nombre de valeurs qui vont être clés pour pouvoir avoir ce positionnement de tiers de confiance. C'est d'une part l'indépendance inéluctable. On se doit de ne pas avoir de vision partisane autre que celle de la transformation que l'on peut accompagner et peut-être que tu en diras un mot, mais SBLM, dans lequel on s'inscrit, vise justement à promouvoir une vision de cette transformation du secteur. On cherche également à renforcer tout ce qui va sécuriser, parce qu'on parle de data. Donc data, ça a tendance à faire peur aux gens. On parle de réglementation sur la donnée personnelle. Donc on s'attache évidemment à renforcer chaque jour ce qui peut concerner la confidentialité, la sécurité de ces données. Et on sait que c'est un investissement majeur dans les contextes géopolitiques que nous connaissons aujourd'hui. Et enfin, on se doit aussi de garder une ouverture. Ce mot-là, alors Internet a montré qu'on pouvait être ouvert, mais quand on dit ouvert, c'est qu'on travaille pour une forme d'intérêt général. Et donc, pour nous, c'est quelque chose de clé. Et ça, c'est aussi un moteur sur lequel on doit appuyer tous les recrutements, après, que l'on fait au sein de nos organisations. C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir aujourd'hui de recrutement de salariés sur le simple fait de leur offrir un travail et un poste. C'est que cet équilibre-là, il passe aussi par offrir, en fait, finalement, une mission et offrir une vision, un projet dans lequel le salarié va s'inscrire. Pas forcément la finalité que l'entreprise peut représenter. Moi, j'ai un certain nombre de mes collaborateurs qui se reconnaîtront peut-être, mais qui viennent aussi pour la manière dont on pratique l'entreprise. Voilà. En tant que tel, c'est déjà une forme de responsabilité que de pratiquer différemment l'entreprise, de veiller à l'employabilité de ses salariés, de leur évolution, de leur équilibre vie pro, vie personnelle. On voit avec le télétravail qui change du tout au tout aujourd'hui le quotidien de chacun. Et puis finalement, de réfléchir l'entreprise, pas uniquement dans sa relation client-fournisseur, je disais tout à l'heure, actionnaire à entreprise et puis salarié à entreprise, mais également l'entreprise dans son territoire. Et l'entreprise dans son territoire, c'est un certain nombre de devoirs aussi qu'on se doit vis-à-vis des tiers qui sont sur son territoire et qui participent au fait que notamment mes salariés auront un logement demain et auront des capacités à avoir finalement un quotidien, que ce soit sur son lieu de vie, son lieu de travail ou à l'échelle d'un pays, dans les meilleures conditions possibles. Et Benjamin, d'aller plus loin, je pense que à défaut de proposer ça, c'est même un risque dans la capacité à attirer les salariés de demain, voire à les fidéliser. Et aujourd'hui, la capacité à attirer les talents est quand même, j'ose le terme, une forme de condition de survie pour nos sociétés, au risque de ne plus être en capacité d'interagir avec la valeur ajoutée attendue dans l'écosystème où on œuvre. Ça pourrait être aussi à positionner dans une autre réflexion.
fait un léger pas de côté, mais c'est finalement ce que j'appelle la professionnalisation de la fonction de propriétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les exigences en termes de propriété immobilière deviennent très importantes, que ce soit d'un point de vue technique ou réglementaire. Et peut-être demain, le modèle de la propriété individuelle, dans certains cas, et je pense aux grands immeubles collectifs copropriétaires, arrivera à ses limites de gestion, ou en tout cas sera forcément réinterrogé. Là où finalement les bailleurs sociaux, et je vais ouvrir peut-être là aussi une autre boîte de Pandore, se rapprochent fortement des bailleurs privés, au sens où le métier de gestion d'un bâtiment, là je reviens au cœur du métier, finalement est le même, indépendamment des personnes qui y vivent, indépendamment de leurs besoins. Et là, je distingue le volet produit du volet client. J'utilise ces mots à dessein. Finalement, là aussi, le bailleur social en tant que property manager peut être un acteur clé et apporter une valeur ajoutée qu'aujourd'hui, certains propriétaires individuels ne sont plus en capacité de jouer. Bon, en tout cas, l'exemple que tu prends, Arnaud, trouve écho aujourd'hui dans le réel très clairement quand on voit le développement des syndics solidaires qui sont assurés en direct par des bailleurs sociaux, quand on voit la façon dont les collectivités peuvent demander appui et expertise dans le cadre d'OPH complexes et j'ajouterais en plus que, même si évidemment tout est perfectible, les bailleurs sociaux ont su témoigner de leur temps, dans le temps, de leur responsabilité en matière d'entretien du parc. Il suffit de regarder aujourd'hui, alors ça vaut ce que ça vaut, surtout que ça va être réinterrogé par les DPE, nouvelle génération. Mais voilà, sur la classification énergétique, avec un sujet probablement climatique, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, qui aujourd'hui n'est pas encore pris avec suffisamment de poigne, encore que les leviers ne soient pas si évidents que ça nous renvoie aux enjeux de décarbonation qui aujourd'hui sont dans les faits quand même un peu balbutiants, que ce soit dans le modèle économique, que ce soit dans les principes constructif, mais c'est aussi, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, sur l'habitat contributif. Pour moi, l'habitat contributif, c'est celui qui contribue à la cohésion sociale et autres. Nos sociétés sont de plus en plus malmenées dans le faire société, dans le vivre ensemble. Il suffit de voir aujourd'hui, 15 secondes de politique, la façon dont aujourd'hui les postures se font de façon clivante. Exactement. Et quoi qu'on en pense, on est amené à vivre ensemble. Donc, qu'est-ce qui va faire ce lien? Qu'est-ce qui va faire ce liant? Moi, j'appelle pas de mes voeux le fait qu'on ait des gated communities partout, mais que, sans être non plus un bisounours, on mette le plus d'éléments possibles, le plus de facteurs liants pour que on ait plaisir à se croiser sur un espace public et à vivre les uns avec les autres. Et ces éléments d'extra-financier, si on repart de tout en haut, en fait, ne sont que l'expression finale de tout ce qui aura été choisi par les différents acteurs que nous sommes pour interagir avec le réel et au final, d'une certaine manière, pardon, peut-être que je simplifie trop, mais permettre cette cohésion sociale et ce vivre ensemble. Cette vision extra-financière. Qui plus est dans le temps. Non, tout à fait. Ouais, cette vision extra-financière permettant également aussi, je pense, de cibler finalement les énergies, de focaliser les énergies, parce que ce que l'on constate aujourd'hui sur le terrain, et je sais que Intent, vous intervenez beaucoup sur ces sujets, c'est l'optimisation, j'ose ce terme, l'optimisation finalement de l'action sur le terrain. On parlait tout à l'heure de property manager. Le bailleur social a un enjeu d'optimisation de ses ressources, que ce soit par volonté, voire même par nécessité face à une problématique d'attractivité ou de rétention des talents. En quoi Intent vous œuvrez justement en ce sens d'optimisation de l'action?
Alors, on ne peut plus vrai depuis que, en plus, le législateur a entrepris de mettre le logement social, je dirais, sous la pression des regroupements, nécessitant parfois de gérer plus avec toujours pas forcément plus de moyens, tout en apportant tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire une transformation de son métier. Et là, effectivement, notre plateforme, en tout cas dans sa démarche, vise clairement à faire gagner du temps déjà et je dirais faire en sorte que le bailleur social se concentre sur ses tâches à valeur ajoutée, celles qui sont d'une part de sa relation client, de piloter les investissements là où c'est nécessaire en relation. Alors quand je dis investissement, c'est aussi bien CAPEX qu'OPEX, parce que c'est des investissements qui vont impacter directement l'efficacité dans la relation de maintenance avec son fournisseur que la relation de travaux. C'est aussi améliorer le suivi de cette conformité réglementaire. Le bâtiment est plein de papier et on continue à produire énormément de papier et de rapports sans forcément en exploiter les données. Il faut simplifier la gestion de ces informations au bénéfice, encore une fois, de gestion du risque, de gestion de la qualité de service, d'amélioration de la qualité de la relation avec les occupants et passer du temps sur demain, finalement, c'est finalement ne plus avoir à gérer son quotidien pour aider les équipes à se projeter sur les enjeux de demain et sur lesquels il va falloir apprendre à travailler différemment. Et ça touche du gardien jusqu'au téléopérateur du centre d'appel. Nos applications sont utilisées aujourd'hui par un grand nombre de gardiens, de téléopérateurs, de responsables de maintenance, et on voit bien, il y a derrière toutes ces populations salariées du logement social des enjeux, d'inclusion numérique. Il faut les aider déjà à passer le cap. Ça paraît incroyable de dire ça de nos jours, mais on utilise beaucoup plus Facebook, on utilise des outils métiers, et en plus on est parfois très mal servi dans la qualité des outils métiers qu'on nous propose. Donc il faut changer ce paradigme-là. On a un deuxième enjeu, c'est développer des nouvelles pratiques. Avant, on passait son temps à chercher dans les classeurs des informations qu'on ne trouvait pas. Aujourd'hui, on demande de réagir. Quand on a créé Intent, c'était pour pouvoir agir sur le comportement humain. C'est la traduction, to act on human behavior. On cherchait vraiment ce concept-là, ça n'a pas changé. On considère qu'une information que je reçois en tant que gardien, en tant que téléopérateur, je dois être capable de produire un comportement par rapport à ces enjeux de relations clients, fournisseurs, etc. Et donc ensuite, permettre aussi de passer le temps à se dire « Ah, mais j'avais peut-être pas vu sous cet angle-là, ce positionnement-là sur le patrimoine. Peut-être que demain, vis-à-vis de ces enjeux de vieillissement qui, de toute façon, me coûtent. Parce qu'une personne âgée, quand elle est en précarité et qu'elle est en isolement, si demain elle est en difficulté, je vais devoir le gérer en tant qu'acteur du logement social. Donc de toute façon, ce coût-là, je l'ai sans en avoir les réponses, ni les financements. Donc il faut que je puisse me positionner là-dessus en me disant... Avec les informations dont je dispose, et qui plus est à la plateforme Intent, aujourd'hui, on reçoit des millions de data sur des interventions du réglementaire, de l'énergie, du fonctionnement d'équipements, etc. Est-ce que ces données-là, marginalement, je ne peux pas les utiliser aussi pour pouvoir servir des enjeux du vieillissement sur lesquels je suis légitime et, cerise sur le gâteau, qui aiderait à solvabiliser mon modèle économique, puisque, par définition, 1 euro dépensé dans le logement social pour aller chercher un accompagnement des personnes vieillissantes, est-ce que c'est pas mieux dépensé que 1 euro dépensé au département à l'échelle d'un territoire de manière totalement anonyme? Question posée. Autre démarche qui était intéressante et que je voulais dire dans la partie plutôt travaux, c'est les démarches qu'on peut voir dans certains groupes. Je vais citer Gessina, qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps. Ils ont mis en place tout un système de taxinomie interne pour pouvoir promouvoir des nouvelles démarches d'innovation. Donc voilà, c'est plutôt se concentrer à ce type de démarche qui vont être comment je rends mon organisation acteur de ces transformations avec des systèmes incitatifs, ne pas tout attendre du législateur. Il faut arrêter de toujours réagir à la réglementation, c'est déjà trop tard en général quand on est au moment de la réglementation. Donc plutôt chercher à être proactif. Et quelque part, le prétexte des plateformes de données, c'est se poser toutes ces questions-là, parce que chaque moment où je reçois une information, peut-être qu'elle ne m'intéresse pas, qu'elle m'intéresse, mais en tout cas, elle est sûre d'une chose, c'est qu'elle sert à avoir peut-être une réaction différente de chacun de ses collaborateurs. Ouais, je suis 100% en phase. Comment j'industrialise le traitement d'un certain nombre de données pour me libérer du temps homme là où ça a de la valeur ajoutée, et c'est évidemment et dans l'analyse, mais surtout dans la des informations extraites, mais aussi
et voire avant tout dans la relation. Et ce que je trouve intéressant dans les modèles de données qui ont à être bâtis au préalable, c'est que ça conduit, amène, voire contraint à s'interroger sur ses propres pratiques. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette information? Pourquoi j'ai besoin que cette information soit mise en regard de telle autre? Et qu'est-ce que ça va donner quand je les marie, quand je les compare, etc. Tous les outils mathématiques qu'on peut imaginer. Et ça, je trouve que c'est une manière de prendre du recul par rapport à nos pratiques métiers, c'est une manière de les réinterroger, d'innover dans la façon dont on décide de s'y impliquer et de les faire interagir avec tel ou tel acteur. À ce moment, on mesure la complexité finalement de la transformation en cours. Alors peut-être on peut la mettre aussi en parallèle de la faible transformation du secteur, si je puis dire, depuis ces 40 dernières années, puisque les chiffres économiques, macroéconomiques, nous démontrent que la productivité a très peu augmenté au regard des autres secteurs d'activité au monde. Si on prend la santé, l'agriculture ou d'autres secteurs comme par exemple l'automobile ou l'aéronautique, là où les gains de productivité sur ces secteurs-là ont été très forts, au niveau du secteur immobilier, on sait qu'il y a des potentiels même plus que de productivité, d'optimisation et de gains économiques qui sont assez importants. Mais la question du gain, finalement, ne se pose pas en termes financiers, mais plutôt en réinjection en termes de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on peut aussi se dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, libérer du temps, alors on peut le valoriser en temps homme, ou des moyens pour le réinjecter, réinvestir d'une autre façon. Et ça, c'est intéressant. Et puis, c'est aussi, je crois, une autre manière de travailler. C'est-à-dire que allez, même si on se projette sur de l'ingénierie sociale, on se dit que c'est quand même pas quelque chose de simple à mesurer, à appréhender, que c'est quand même très dans l'humain. Et ben, si on se contente d'avoir une approche tayloriste, au sens de segmentation, au sens de rapport d'exécution à la tâche, et ben, je pense qu'on sera incapable de générer une quelconque valeur ajoutée durable. Et avoir cette approche en responsabilité sur l'information, je crois que c'est au contraire un éminent facteur d'attractivité sur l'intérêt de nos métiers dans la réinvention de la pratique de ces métiers. Et moi, ça me rend extrêmement optimiste. Alors, peut-être qu'il y a des retards à l'allumage, mais en même temps, pas partout. Comme souvent, il y a des champions et le reste. Et puis, comme dans tout secteur d'activité, il y a toujours des locomotives qui viennent ouvrir la voie. On est dans des temps qui vont de toute façon accélérer non seulement ces prises de conscience, mais la nécessité d'avoir des réponses opératives sur ces sujets-là. Et puis, on a quand même de plus en plus regardons le marché du travail, il y a de plus en plus de gens formés qui arrivent sur le marché du travail. Et des gens qui disent, y compris les mecs qui sortent de Polytechnique, de Centrale ou de je ne sais quoi, qui disent, mais moi, je veux travailler en ayant une exigence d'interaction positive avec mon environnement dans mon exercice métier. La question se pose, je crois, d'égale façon pour nous, et c'est une opportunité en s'interrogeant, de responsabiliser les gens, de valoriser la façon dont chacun souhaite interagir et vivre avec ces enjeux sociétaux. Cet impact positif étant donc à la fois à destination des locataires ou clients, mais aussi finalement des collaborateurs au sein des organisations. Et donc là, on a une double impact positif. Je suis du même optimisme que Julien, dans la mesure où je pense que le logement social reste précurseur sur tous ces sujets, comme ils l'ont été sur le plan numérique dans le secteur de l'industrie. On sous-estime la capacité d'un secteur sous pression à se transformer. Enfin, le logement social est clairement dans cette dimension-là depuis maintenant la dizaine d'années, voire vingtaine d'années, parce que je pense que c'était en 2008 où moi j'avais pressenti ce type de démarche de transformation. Et ce que je voulais rajouter, c'est que on parlait tout à l'heure d'économie de l'ingénierie sociale. Justement, des modèles comme l'habitat contributif visent à trouver des nouvelles manières de développer la création de richesse
qui peut être opéré par une entreprise sur son territoire, en impact avec les tiers, qui n'est pas que monétaire et exclusivement repose sur l'encaissement de loyer et la dépense de charges. Voilà, je pense qu'il faut dépasser le modèle économique. C'est pour ça que pour moi, on est dans un changement profond en fait de nos modèles économiques, même sociétaux, sur lequel, sans dogme politique aucun, je suis convaincu qu'il faudra apporter d'autres formes de monétisation qui vont impacter les modèles économiques de nos entreprises. Et plus tôt on les intégrera, plus tôt on sera prêt pour le monde de demain qui se présente à 5 à 10 ans. Et on ne parle pas de 30 ans là, on parle bien de 5 à 10 ans pour moi, pour pouvoir intégrer ces nouvelles dimensions de monétisation. J'aime bien le terme de création des richesses. Dans les territoires, on parle beaucoup de méthodes ACV, enfin voilà, qui permettent d'aller créer une valorisation des externalités que l'on peut faire. On considérait que c'était plutôt de l'ordre politique et social pour des secteurs restreints du marché public. Je pense qu'aujourd'hui, ça va toucher toutes les entreprises et qu'on va devoir prendre en compte ce nouveau type de dimension, que je sois artisan, multinational ou entreprise du numérique. On est tous concernés. Et on peut tous jouer un petit rôle dedans si on a juste décidé de le faire sans attendre que la réglementation nous l'impose ou que son client nous le demande dans les cahiers des charges. Voilà, c'est plutôt en étant force de proposition. En tout cas, si on ne le fait pas, je suis intimement convaincu que d'autres décideront pour nous de l'avenir de ce modèle. Et qu'une manière de participer de son évolution probablement utile, c'est une manière de s'emparer à bras-le-corps de ces sujets-là et d'être force de proposition en apportant témoignage de notre capacité à interagir positivement avec le réel. Alors, pour, j'allais dire, me joindre à vous deux, je voulais aussi partager notre optimisme, puisque au sein du collectif SBLM, donc écosystème entrepreneurial et digital, on a cette même vocation à aussi agir avec, j'allais dire, une mission qui dépasse la simple logique commerciale. L'enjeu, en 2 mots, pour vous présenter SBLM, c'est finalement fédérer des acteurs du digital, du secteur de l'immobilier, et de proposer justement des réponses, plusieurs réponses, parce qu'on pense que l'approche monolithique n'est pas possible et au regard des échéances, des défis, ne serait pas au rendez-vous. Et donc de proposer des réponses multiples avec un enjeu, c'est l'interopérabilité et finalement le dialogue. C'est-à-dire que l'interopérabilité, les solutions doivent pouvoir se parler tout au long de la chaîne de valeur du bâtiment et des infrastructures, c'est-à-dire depuis la programmation stratégique jusqu'à la réutilisation des matériaux, puisque la chaîne de valeur, c'est jusqu'à la réutilisation des matériaux, et également qui intègre l'ensemble des dimensions technologiques. On a évoqué avec Intent tout ce qui concerne le data management, l'intelligence, jusqu'à l'intelligence artificielle et les objets, en passant par les objets connectés, mais on peut aussi imaginer demain d'autres solutions qui passent par la robotique, par de l'analyse de données, par de l'analyse de vidéos. Voilà, donc ce sont des solutions aujourd'hui qui sont multiples, et avec aussi ces technologies qui sont au service de la mission, c'est-à-dire du secteur, et non pas des technologies de gadgets qui viendraient apporter un effet, on parlait tout à l'heure du washing, innovation washing, qui pourrait être le cas. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez compléter votre proposition, en tout cas Benjamin et Julien. Peut-être un mot de conclusion avant de conclure pour ma part. Un mot de conclusion, sans vouloir être redondant par rapport à mes derniers propos, je pense qu'on est à un moment assez décisif avec des enjeux d'accélération dans les transitions absolument majeurs qui vont venir nous percuter très très violemment, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre, même si ça va être très complexe, positivement à tous ces changements, sans rien renier des valeurs qui sont les nôtres, à la condition d'accepter avec, d'une certaine manière, ambition et humilité, de réinterroger nos fondamentaux, nos pratiques métiers, nos liens partenariaux, pour pouvoir être au rendez-vous de tout cela.
Et je pense que, pour conclure, que les acteurs qui assumeront de façon extrêmement volontariste cet esprit de responsabilité en matière d'intérêt général vont jouer dans les mois et années à venir un rôle absolument clé en matière de cohésion. Et que d'une certaine manière, ça nous met dans une réelle position de responsabilité pour prendre tous ces sujets à bras-le-corps. Julien, merci. Benjamin, un mot de conclusion? Oui, alors difficile de dissocier ma vision citoyenne de ma vision d'entrepreneur et en même temps de dirigeant d'Intent. Ce que je vais dire, c'est que je rejoins à 200%, c'est maintenant ou jamais. On le sent, il y a un certain nombre de signaux faibles qui nous montrent tous les jours qu'on est déjà en retard. Donc, je souhaite juste que chacun, et encore une fois, là, on est PME, même si de croissance, nous restons une PME, et nous, ce que nous souhaitons, c'est que tout le monde prenne conscience qu'il faut être proactif et cesser d'attendre que son client, son partenaire, que tout le monde lui demande, ou la loi lui demande de changer. Être proactif, c'est dialoguer, c'est échanger, c'est prendre soin d'écouter quel est le chemin que doit parcourir son entreprise et son client pour pouvoir ensemble amener une nouvelle manière de faire. C'est écouter les innovations, y compris les innovations sociales. Je pense qu'on les écoute pas assez. L'habitat contributif en est un, et je pense qu'il faut écouter pourquoi ces modèles se développent et pourquoi on pourrait intégrer ce type de pratique. Et puis, c'est faire prendre conscience aussi à nos élus, parce que je pense qu'on a aussi derrière des instances, et pas que nationales, je parle européenne. On parle beaucoup de souveraineté européenne aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de choses à faire sur ces innovations sociales. Julien l'a exprimé. Donc, il faut qu'on arrive à se saisir de ces sujets dans les promesses de l'Europe de demain. Ça n'a jamais été aussi vrai aujourd'hui. Ce sera au bénéfice de tout un tas de progrès pour notre société et puis de paix, puisque malheureusement les événements nous rappellent aujourd'hui que l'Europe est avant tout un outil de paix avant d'être voilà. Donc espérons que le logement social puisse contribuer à tout ce projet-là, et en tout cas à titre personnel je resterai convaincu que en participant à ce projet-là on contribuera à sa transformation vers cette idée-là. Merci Benjamin, merci Julien. Pour ma part, je retiendrai donc de cet échange aussi l'occasion peut-être de revaloriser cette action, ce volet social comme du logement social. Et donc c'est une formidable opportunité, je pense, pour le secteur. L'innovation est à la fois technologique et sociale qui sont deux leviers importants. Et puis cette peut-être, j'allais dire, mise en systémique. On parlait tout à l'heure de labellisation, de certification. Pour focaliser les énergies et les orienter vers les objectifs que l'on tend, et notamment objectifs sociaux. Et ça, je retiens ça de nos échanges. Merci infiniment pour votre implication. Merci à toutes et à tous pour votre attention, et on vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.